Il est 8h. Et c'est bien là du bulletin Afrique. Il est présenté par Denise Lafafiette. Bonjour. Bonjour Didier Fonderichemont. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Hier mardi, la Guinée a fêté les 60 ans de l'indépendance du pays, un anniversaire célébré comme il se doit en présence de plusieurs chefs d'État étrangers lors d'une grande cérémonie au stade de Conakry. Régis Kofi. C'est une ambiance des grands jours dans le quartier de Dixine, dans la proche banlieue de Conakry. Des milliers de personnes ont déferlé depuis hier matin et ont envahi le stade mythique du 28 février. L'ambiance était festive. Les Amazones et les Bambeya Jazz, deux orchestres mythiques de la Première République, ont été chargés de chauffer le stade. Cette foule, majoritairement jeune, a chanté et dansé au rythme endiablé des orchestres guinéens. Beaucoup de drapeaux rouges, jaunes et verts flottaient au-dessus des arbres, cocotiers et autres acacias qui entouraient l'enceinte du stade. Le thème est panafricaniste puisque les portraits de héros de la décolonisation ont orné le stade. Lumumbashi, Nyerere ou encore bien sûr Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République qui reste une figure tutélaire en Guinée. Lors de la cérémonie, le président guinéen Alpha Condé était aux côtés de ses homologues africains qui ont fait le déplacement à Conakry. Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso, Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta ou encore Ali Bongo. Après la grande parade impliquant forces de défense et de sécurité ainsi que différents services de l'administration, un grand concert a eu lieu puis un feu d'artifice. Ce sont des cérémonies boycottées par l'opposition. En effet, elles se déroulent dans le stade du 28 septembre, lieu des événements tragiques de 2009, lorsque l'armée a ouvert le feu sur un rassemblement de l'opposition faisant une centaine de morts. L'économie du Zimbabwe devrait connaître cette année une croissance de 6,3%, plus élevée qu'initialement anticipée grâce à ses activités agricoles et minières. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le nouveau ministre des Finances. Plus de détails avec Lydie Kouadou. La croissance économique du Zimbabwe devrait atteindre 6,3% alors que les prévisions du budget tablaient sur 4,5 puis 4,8%, rapporte le site izf.net. Plus prudent, le gouverneur de la Banque centrale du pays, John Mangoudia, a lui tablé sur une progression de 5% du produit national brut zimbabwéen. La conjoncture observée pendant la première moitié de 2018 a été encourageante. Nous avons bon espoir que l'économie dépasse la prévision initiale de croissance de 4,5% pour monter jusqu'à environ 5%, a-t-il indiqué. L'économie zimbabwéenne est sortie faible des 37 ans du règne autoritaire de Robert Mugabe, contraint il y a près d'un an à la démission par l'armée et le parti au pouvoir. Le chômage y frappe plus de 90% de la population active et l'État peine chaque mois à payer ses fonctionnaires faute de liquidité. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, a promis de relancer la machine en faisant revenir les investisseurs internationaux et en luttant contre la corruption. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas insurmontables. Les décisions fortes doivent être prises sur le front des réformes pour nourrir une croissance et un développement soutenable, a souligné lundi Tuli Nkumbe. Le grand argentier zimbabwéen a évalué lundi la dette totale du pays à 16,9 milliards de dollars. Il a précisé que son pays négocie actuellement avec la Banque africaine de développement l'annulation de 2,5 milliards de dollars de dette et avec le Club de Paris le rééchelonnement du remboursement de 2,8 autres milliards. Au moins 44 personnes ont été tuées dans l'ouest de l'Éthiopie. C'était au cours du week-end dernier, dont des violences entre communautés. L'information a été reportée hier mardi par un média proche du pouvoir, nous dit Nadège Kofi. Ces affrontements ont eu lieu à la frontière entre les régions Oromia et Benishangul-Gumuz, a indiqué Walta Media and Communication Corporate, en abrégé WMCC. Selon le responsable de la communication du Benishangul-Gumuz, cité par WMCC, les violences ont éclaté après la mort de 4 dirigeants de la région, tués par des hommes armés non identifiés en Oromia, où ils venaient discuter de la situation sécuritaire. Elles ont opposé des groupes de jeunes armés de pierres ou de couteaux et appartenant principalement aux ethnies Gumuz et Oromo, selon un témoin joint par l'AFP. Des dizaines de milliers de personnes auraient été contraintes à fuir la zone et les forces de sécurité fédérales ont dû intervenir selon les deux administrations régionales.
régional. La zone concernée est depuis plusieurs années contestée par les deux régions. Le Béni-Zangoul-Goumous est situé dans l'ouest de l'Éthiopie et borde le Soudan. L'Oromia va de l'ouest au sud en passant par le centre du pays. Des violences intercommunautaires aux enjeux le plus souvent territoriaux ont émaillé les premiers mois du mandat du nouveau Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril. Ces violences ont provoqué le déplacement d'un million de personnes. Retrouvons Lydie Kouadou qui nous informe que les dirigeants sud-soudanais ont beau avoir signé un accord de paix mi-septembre. La faim et l'insécurité demeurent le quotidien d'une immense partie de la population, loin de Juba, où les belligérants préparent un nouveau partage du pouvoir. On l'écoute. Une récente étude statistique menée par une université londonienne a établi qu'au moins 382 000 Sud-Soudanais avaient perdu la vie à cause de la guerre et de ses conséquences néfastes telles que les maladies et la difficulté d'accès aux soins des populations. En 2017, 2 régions contrôlées par l'opposition ont été déclarées en famine et les dernières projections sur la sécurité alimentaire publiées vendredi dernier indiquent que 6,1 millions d'habitants vont nécessiter une aide alimentaire dans les prochains mois. Les récoltes et l'approvisionnement des marchés y ont été largement perturbés par la guerre et la population dépend lourdement des agences humanitaires pour la distribution vitale de nourriture. L'absence de routes, l'insécurité et le fait que les travailleurs humanitaires ont été régulièrement pris pour cible, 107 ont été tués depuis le début de la guerre, contraignent les ONG et l'ONU à distribuer la nourriture par les airs. Tandis que les plus pauvres continuent de souffrir et d'avoir faim, les dirigeants du Soudan du Sud préparent la mise en place d'ici à la mi-décembre d'un nouveau gouvernement d'union nationale dans lequel Riek Machar doit retrouver un poste de vice-président aux côtés du président Kiir. Au sein de la population, le nouvel accord de paix a été accueilli avec lassitude et méfiance au regard notamment de l'échec du président qui avait volé en éclats en juillet 2016 lors de violents combats à Juba, rapporte le site izedef.net. Fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dès 5h, mais avant, je vous laisse en compagnie de Didier Fournet-Richemont. Merci à l'ensemble de la rédaction. Merci à vous, Denise Lafafière. Madame, monsieur, vous avez bien raison de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'est le bréviaire de l'actualité nationale et internationale en Côte d'Ivoire.